Et bonjour, bonsoir à toutes et à tous, ici Monsieur Marie pour votre continuité pédagogique, j'espère que ça va très très bien. On se retrouve du coup pour ce week-end et la révision avant lundi, le contrôle du chapitre 4, évolution temporelle d'une transformation chimique. Donc un chapitre qui va regrouper un petit peu de cinétique et un petit peu de mécanistique, comme on l'a vu ensemble. Donc j'espère que déjà le cours s'est bien révisé, parce que je ne reviendrai pas sur le cours par manque de temps. On va s'attarder plutôt sur les exercices et on commence immédiatement. Donc du coup, chapitre 4, évolution d'une transformation chimique de manière temporelle. Donc on commence par la cinétique et le 14, page 84, on vous dit expliquer pourquoi les prélèvements sont brutalement refroidis avant le titrage. Donc ça c'est un truc qu'on a déjà fait en TP, on a une réaction qui suit son cours. Et en fait cette réaction, si vous voulez, pendant le temps où elle s'opère, on va prendre des échantillons, on va prendre des prélèvements, et ces prélèvements on va les doser afin d'avoir l'indication de la quantité de matière qu'il y a entre les réactifs pour avoir une idée de l'avancement de cette réaction. Donc on va prendre des prélèvements, mais le truc c'est que les prélèvements, dans la pipette du prélèvement, la réaction elle peut continuer à s'opérer, et donc du coup si on veut à un temps très précis, il faut qu'entre le moment du prélèvement et entre le moment du dosage, il n'y ait pas d'avancement trop perturbant de la réaction, il ne faut pas que ça continue trop vite de réagir. Donc du coup, les prélèvements, il va falloir les refroidir brutalement. C'est un facteur cinétique, la température. Et du fait, en fait, de les refroidir brutalement, vous allez figer la transformation qu'il y a dans la pipette et essayer de préserver ce qu'il y avait au moment du prélèvement jusqu'à la fin de votre dosage afin de savoir à votre prélèvement, par exemple à t égale 3 minutes, eh bien vous savez que même 10 minutes après, il y a à t à 3 minutes, vous avez l'indication. Vous n'avez pas l'indication à t plus 3 minutes, plus le temps du dosage. Parce que là, le temps du dosage, il varierait d'un expérimentateur à un autre, et il varierait d'un dosage à un autre. Donc forcément, il faut figer ce prélèvement afin de pouvoir du coup étudier et que n'importe quel manipulateur en fait ait la même information sur la quantité de matière qu'il y a à ce moment-là, donc à t égale 3 minutes par exemple. Numéro 15, du coup ici on vous demandait d'expliquer les colorations de plus en plus foncées observées au même instant du Bécher 1 au Bécher 3. Je vous laisse lire les énoncés, moi je passe directement à la correction, mais en tous les cas vous avez 3 Béchers avec du coup des concentrations en I-, enfin pardon, des volumes incorporés en I-, et donc du coup à concentration égale, des quantités de matière en I-, qui vont de plus en plus... qui sont plus grosses à plus petites pour du volume, du Bécher 1 au Bécher 3. Voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on a On a du coup expliqué corrélation de plus en plus foncée observée du même instant du Bécher 1 au Bécher 3. Eh bien, la transformation se déroule en milieu acide et fait intervenir H2O2 et I-. Du coup, vu que le volume d'H2O2 est constant, c'est le volume initial en I- qui va être déterminant. On sait très bien que vu que le volume V2 est toujours le même, eh bien c'est le volume V1 qui va être déterminant, tout simplement. De ce fait, le volume initial, de fait, la vitesse de réaction suivra la concentration en I-. Voilà, donc là j'ai mis 2 fois suivra la concentration, donc le marquez pas 2 fois. Du coup, la vitesse dans le Bécher 3, elle est plus grande, vu qu'il y a plus de I-, que la vitesse dans le Bécher 2 est plus grande aussi que dans le Bécher 1, du coup, vu qu'il y a plus de V1, c'est bien V1 qui dessine la solution d'iodure de potassium, du coup elle est dans V1, donc du coup c'est là où il y a le plus de concentration, donc c'est elle qui va le plus vite. Voilà comment ça se passe. Et vu que c'est elle qui va le plus vite, et du coup le diode est consommé moins rapidement, le diode est formé moins rapidement, et c'est pour ça que du coup il est moins foncé. Ensuite, question B, montrez que quel que soit le mélange, le réactif limitant est le peroxyde d'hydrogène H2O2. Eh bien, vous allez calculer votre quantité de matière en H2O2, vous faites C4 fois V4, ça fait 10 10-3 fois 50 10-3, et vous trouvez 5,0 10-4. Alors en fait, vous faites 10.3, 10.3, ça fait 10-6, 10 fois 50, ça fait 500, ça fait 500 10-6, ça fait bien du coup 5,0 10-4. Pour I-, on va prendre C1 fois V1, et on va prendre du coup le Bécher où il y en a le moins. Donc du coup, le Bécher où il y en a le moins, c'est le premier. Et on va faire C1 fois V1. Donc du coup, 0,20 fois 10, 10.3. Et ça me fait du coup 2,0, 10.3. Dès que vous avez du coup 2,0, 10.3, c'est la quantité minimum que je peux avoir en I- dans les 3 Béchers. Parce que dans le Bécher numéro 2 et dans le numéro 3, il y en a plus encore de I-.
Donc si déjà dans le bécher 1, on voit que la quantité de matière en H2O2 est inférieure à celle dans I-, eh bien forcément la quantité de matière en H2O2 est limitante par rapport à I-. Et dans le bécher numéro 2 et dans le bécher numéro 3, a fortiori, eh bien il sera encore limitant. C'est en déduire la quantité de matière puis la concentration en quantité de d'iode finale dans chaque mélange. Et bien du coup, vous savez que H2O2 va être limitant, vous savez qu'H2O2, il y a la même quantité dans tous les béchers, donc vous savez que le X-max de la réaction sera 2,0 fois 10 puissance moins 3. Il vous suffit du coup de calculer la quantité de matière que vous avez en I- au début, et vous trouvez normalement très facilement la quantité de matière que vous avez en diode à la fin. Donc du coup la quantité de matière que vous avez... Ah, j'ai fait le I- moi à la place de diode. Ah, je suis déçu là. Donc du coup, si vous voulez avoir la question, calculer la quantité de matière en ion iodure final dans chaque mélange, eh bien on fait un petit peu comme j'ai fait. Donc du coup, c'est la quantité de matière de I- à la fin. Donc c'est égal à la quantité de matière que vous avez au début moins le X-max, ok. Et vous divisez par le volume et vous avez la quantité de matière finale. Alors du coup, elle est beaucoup plus facile, la C, je la corrige en direct. En déduire la quantité de matière, puis la concentration en quantité de d'iode finale dans chaque mélange, et ben dans chaque mélange, du coup, il va y avoir 5,0 fois 10 puissance moins 4 mol de d'iode qui va être formé, vu qu'H2O2 est limitant, et en divisant par le volume total, soit 50 millilitres, eh bien vous avez 5,010.4 divisé par 5,010-2, oui, 5,010-2, et ça vous fait du coup 1,010 puissance moins 2 mol par litre. Voilà, tout simplement. Déterminer alors s'il subsiste une différence d'intensité de coloration d'un bécher à un autre. Donc là, j'ai pas mis la réponse, mais la réponse est très facile, hein. À la fin, il y aura une différence d'intensité due à la coloration en fait de I- restante, tout simplement, hein. Quand vous avez du I-, ça a une couleur, donc du coup vous aurez à chaque fois une petite coloration qui va rester. Par contre, si on parle par rapport à la coloration de I2, là par contre il n'y aura aucune différence d'intensité, vu qu'à la fin, en fait, si on attend un temps infini, bah, n'importe quelle vitesse va finir par arriver. Prenez 3 voitures sur un circuit, et bien les 3 voitures, normalement, si elles n'ont pas d'accident, elles finiront par passer à la ligne d'arrivée tôt ou tard. On s'en fout de qui est la plus rapide, mais si on laisse un temps infini, en fait, toutes vont arriver au même résultat. Et donc du coup, bah, ici, les 3 béchers vont finir par faire réagir la totalité de leur H2O2 pour former la totalité de I2. Tout simplement. 19, page 85. Alors on vous dit déterminer si l'évolution de la concentration en peroxyde d'hydrogène suit une vitesse d'ordre 1. Alors une vitesse d'ordre 1, ça veut dire que la vitesse, par exemple, de disparition en H2O2 ici, eh bien, est égale à K fois la concentration en H2O2 au cours du temps. Et cette vitesse d'H2O2, du coup, c'est aussi égal, ça vous le savez, à la dérivée de la concentration de H2O2 en fonction du temps par dt, donc du coup, par la variable de dérivation qui est le temps. Ça veut dire que si j'ai à la fois V de H2O2 qui est égal à la dérivée temporelle de H2O2 sur dt et à K fois H2O2 en fonction du temps, et bien du coup je peux dire que la dérivée, enfin moins dérivée temporelle de H2O2 est égale à K fois H2O2 en concentration, donc du coup en quantité. Et si je passe tout du même côté, je peux dire que dérivée de H2O2, il manque un petit 2, attention, c'est pas dérivée de H2O, hein. Dérivée de H2O2 par rapport au temps, plus K fois la concentration en quantité par rapport au temps en H2O2 est égal à 0, et vous avez ce qu'on appelle une équation différentielle du premier ordre. La solution générale à cette équation, eh bien, elle est que H2O2 en fonction du temps est égal à H2O2 initial, la concentration, attention à chaque fois je parle, hein, concentration en quantité d'H2O2 à n'importe quel moment t, est égale à la concentration en quantité d'H2O2 au moment initial, à l'initial de l'expérience, fois exponentielle de moins kt, où k représente la constante de vitesse, hein, d'ordre 1. Du coup, si on continue à développer un peu ça, bah, vous passez le H2O2 à l'initial de l'autre côté, vous avez concentration d'H2O2 à n'importe quel moment t divisé par H2O2
concentration en quantité d'H2O2 au moment initial, pardon, qui est égale à exponentielle de moins kT. Et là, vous allez appliquer la fonction logarithme népérien de chaque côté, et vous avez du coup ln de la concentration à n'importe quel moment t en quantité d'H2O2 sur concentration en quantité d'H2O2 à l'initiale, qui est égale à moins kT. Ça veut dire que normalement, si je trace la fonction ln de H2O2t sur H2O2 et bien normalement on devrait avoir une droite, une fonction linéaire qui passe par 0 en fonction du temps et qui est de pente du coup moins k. Et quand on regarde le graphique qui est donné en énoncé, eh bien vous avez bien logarithme népérien de H2O2 sur H2O2 en fonction de t, qui donne une belle droite décroissante, donc du coup une belle fonction affine, qui est de pente moins 0,0347, et donc du coup ça, eh bien c'est votre cas. Enfin, pardon, 0,0347 c'est votre cas, moins 0,0347 c'est votre moins cas. Du coup, de ce fait, si vous avez bien la confirmation graphique que vous avez une pente décroissante sur une fonction linéaire, quand vous tracez ln de H2O2 sur H2O2 en fonction du temps, eh bien ça veut bien dire que vous avez une cinétique qui suit une loi d'ordre 1, tout simplement. B, calculer la constante volumique de vitesse k en minute moins 1, eh bien il suffit de prendre un point, n'importe lequel, on va prendre par exemple celui-là, là. Bon, normalement on ne prend pas les points qui sont sur les mesures parce qu'elles sont entachées d'erreurs, mais si vous prenez quelque chose qui tombe bien, par exemple vous prenez 15 ici, donc vous savez que pour t égale 15 minutes, vous avez un ln de H2O2 sur H2O2 qui est égal à moins 0,5, donc du coup vous savez que moins 0,5 divisé par 15 est égal à ma constante de vitesse, et ça fait environ 0,033, et ça, bah, c'est moins 0,033, c'est environ le truc que j'ai ici, donc du coup on est bon. 21, page 85, vous avez du coup à comparer les temps de demi-réaction dans chaque cas et commenter. Il faut savoir que le temps de demi-réaction, c'est le temps au bout duquel la moitié de la quantité de matière des réactifs a été consommée. Donc, en gros, ça représente le temps pour lequel la quantité de matière d'un réactif est divisée par 2 par rapport à l'initiale. Pour la première réaction, du coup, on sait qu'on a, dans les deux cas, on a incorporé 3,6 mmol d'ion S2O8 de moins, et on vous dit que à t égale 4 minutes, l'avancement vaut x4 est égal à 1,5 mmol. Donc du coup, on est le T1,5 du coup, il serait atteint quand on serait à 3,6 mmol divisé par 2, et donc du coup, ça fait 1,8 mmol, donc du coup, x4, on n'est pas encore à T1,5. On est avant T1,5, le T1,5 serait supérieur à 4 minutes. Pour la même transformation à plus haute température, on voit que NI2 à 1,8 mmol à T égale 4 minutes. Donc du coup, pour la nouvelle transformation, eh bien, vous avez ici un temps de 4 minutes qui correspond à 1,8 mmol. Donc, vous savez que s'il y a 1,8 mmol de I2 qui a été formé, eh bien, il y a 1,4 mmol, du coup, 1,8 mmol de S2O8 de moins qui a été consommé pour former. Vous faites un tableau d'avancement. Toutes les molécules consommées en S2O8 de moins forment toutes les molécules qui sont formées en I2. Donc, du coup, la quantité de matière, en fait, sont équivalentes. S'il y a 1,8 mmol de formé en I2, ça veut dire qu'il y a 1,8 mmol de S2O8 de moins qui a été consommé. De ce fait, on est à T1,5 pour la deuxième transformation, et le T1,5 dans la deuxième transformation, du coup, vaut pile poil 4 minutes. Donc du coup, le T1,5 de la deuxième transformation est inférieur au T1,5 de la première transformation. Voilà. De toute façon, en même temps, augmenter la température est un facteur du coup cinétique, donc un facteur qui fait aller plus vite la réaction. On est sur une saponification ici, je vous rappelle que c'est une réaction que vous devez connaître en termes de mécanistique, on la reverra après. Expliquer pourquoi l'échantillon est refroidi immédiatement après le prélèvement, donc ça on l'a déjà fait dans le premier exercice, à chaque prélèvement, du coup pour éviter que la continuité de la réaction se fasse dans la pipette de prélèvement, eh bien on la refroidit brutalement afin de figer la réaction et d'analyser pile poil ce qu'il y avait à un instant T bien précis lors du prélèvement, lorsque ça nous a intéressé.
Ensuite, question B. Écrire l'équation de réaction du support du titrage ainsi que la relation entre les quantités de matière et que le volume et l'équivalence permet de déterminer. Et bien du coup, la réaction du titrage c'est quoi? C'est HO- plus H3O+ donne 2H2O. Et il y a VE qu'on a l'égalité entre les quantités de matière de HO- et de H3O+, vu qu'ils ont le même chiffre significatif. Le même chiffre stoichiométrique, pardon. S'ils n'avaient pas le même chiffre stoichiométrique, et bien du coup, il faudrait dire que l'égalité entre NHO- et NH3O+ serait la suivante. Ce serait NHO- divisé par le nombre stoichiométrique devant HO- est égal à NH3O+ divisé par le nombre stoichiométrique devant H3O+. Estimer le temps de demi-réaction. Et bien du coup, à un T1,5, on devrait avoir un reste de 100 mmol d'ester et d'ion hydroxyde. Et lors du prélèvement d'un dixième du volume, on devrait avoir 10 mmol d'ion HO-. Pour l'équivalence, on devrait avoir NH- qui est égal à NH3O+, donc on devra verser 10 mmol d'ion H3O+, et vous pouvez du coup calculer que le volume équivalent sera pile poil à 10 ml. On va confirmer ça quand même, par rapport à comment ça s'appelle, à la frise là, enfin au tableau des valeurs pour le temps, mais 10 ml ça correspond du coup à entre 7 et 8 minutes, donc du coup on va dire 7,5 minutes, ça sera suffisant. D. Prévoir quelle est la valeur du volume équivalent lorsque la saponification est terminée. Et bien quand la saponification est terminée, ça veut dire qu'il n'y a plus d'ion HO-. Donc du coup le volume équivalent... il n'y en a pas. Il n'y en a point. Il n'y en a pas. En fait, quand la réaction est terminée, en fait, NaOH qui est en défaut, bah, du coup, est totalement consommé. Ça veut dire que du coup, NaOH, il n'y en a plus. Donc du coup, il ne peut pas être dosé. Donc il n'y a pas de volume équivalent. Donc soit vous répondez que le volume équivalent est égal à 0 ml, soit vous dites qu'il n'y en a pas. Voilà. Donc du coup, bah, lorsque la saponification est terminée, bah, il n'y a pas de dosage à faire, c'est terminé. Donc vous allez, en fait, à la première goutte d'acide que vous allez verser, ben, le volume équivalent sera déjà trouvé et dépassé. Voilà, tout simplement. On passe à la partie mécanistique, déterminer un produit, recopier pardon, et compléter les actes élémentaires ci-dessous en indiquant le ou les produits formés. Alors là, vous avez le départ en fait, du Cl là qui est assigné sous forme moins vu qu'il ramasse la liaison qui est ici. Donc il va finir avec 8 électrons autour de lui, soit une charge moins. Et ici, le carbone vient donner une liaison à ce carbone via ce doublet non-liant qui est présent sur lui. Donc normalement, bah, le CH3 il bouge pas, il devrait avoir une liaison avec C triple liaison N, ce doublet non-liant, et on a Cl- tout seul avec 4 doublets autour de lui, et c'est bien ce qu'on a marqué là-haut. Ensuite, la B, vous avez repli d'une double liaison en tant que doublet non-liant sur le O, donc on va avoir un O- là-haut, et on va avoir du coup l'ajout d'une quatrième liaison là sur le carbone avec du coup une liaison simple avec O, qui lui-même est relié à un H et un CH3, donc du coup apparition d'une charge plus. D'ailleurs ici c'est horrible, je vais immédiatement le corriger, mais ici, tac, il y a une charge plus, ne l'oubliez pas. Vous avez deux molécules neutres qui réagissent, l'ensemble à la fin doit être neutre. Donc ici, là il y a une faute. Ce plus est obligatoire, hein. Ok. Allez, effacer tout le stylo sur la diapo, ouais. Hop, le numéro 13, le taille de mécanisme 10 est représenté ci-dessous. Justifie la présence d'une charge formelle positive sur l'atome d'oxygène de l'entité pH+. Bah en fait, si vous voulez, le O qui est ici va attaquer le H+. Est-ce qu'on peut pas avoir plus fin comme crayon? Donc du coup, vous avez le O qui va attaquer avec un doublé là. Ce H+. Donc du coup, si vous contractez une espèce plus sur une espèce neutre, et que ça forme plus qu'une molécule, bah forcément il y a une charge formelle positive quelque part. Et sur qui elle sera? Bah, elle sera sur l'oxygène, parce que vu qu'il met en jeu sa liaison pour former une liaison, enfin, vu qu'il met en jeu un doublet électronique, un doublet non liant, pour faire une liaison entre ce O et H, et bien du coup le O va avoir 3 liaisons, et sur cette formule-là, et bien il y a 1, 2, 3, 4, 5 électrons autour de O, alors qu'il devrait en avoir 6, donc il lui en manque 1. D'où l'apparition de la charge formelle plus. Reproduire
le mécanisme et le comparer avec les flèches courbes qui conviennent. Et le compléter par exemple avec les flèches courbes qui conviennent. Et bien du coup, là on arrive à PH+, et à PH+, on passe ensuite à E. Et bien E en fait, c'est très très simple. Vous avez simplement en fait repli de ce doublet là. Tac, hop là. Et vous avez départ. Et vous avez départ. Non, non, bah non, c'est pas ça. C'est pas ça, pardon. C'est pas ça. Donc là, vous avez rupture en fait entre C et H. Je sais que c'est assez rare quand même. C'est assez rare. Et vous avez repli en fait de cette liaison là ici. Tac. Voilà. Cette liaison là en fait elle vient ici. C'est très rare qu'il y ait une liaison H qui pète comme ça, mais là elle est provoquée par la charge plus de haut. C'est assez bizarre, mais ouais, c'est comme ça. C'est comme ça. Même à mon avis, il y a encore autre chose de mieux, mais bon, c'est ce que le livre attendait de vous, donc on va rester sur ça. On va à la suivante. Alors, 16 page 104, vous avez ici à reproduire et à compléter le mécanisme en remplaçant les cases vides par une entité choisie parmi H+, AH+, et M. Et bien, si vous avez A plus H+, ça fait AH+, hein. Je suis désolé, mais ici, il n'y a pas plus simple. Hein. AH+. AH+, donne AMH+. Donc du coup, ici, plus M, je pense. Toutes les cases en plus correspondent aux couleurs. Et ensuite, AMH+, donne quelque chose P+, quoi? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, elle se divise en deux. P, c'est ça. Donc du coup, il doit y avoir quelque chose ici. Réfléchissons vite. Alors du coup, A plus H plus H plus AH plus AH plus M donne AMH plus. Et AMH plus, du coup, il y a ça qui est couplé avec un truc comme ça. Donc si on fait le mécanisme, en fait, ici, vous avez un H+, qui va réagir. Donc du coup, il va être greffé sur le haut à la place de cette liaison-là. Tac, vous avez H+, qui est ici. Et le plus est porté par l'oxygène. Hop. Tout ça, je fais à la souris, donc du coup, faut me pardonner. Hein. Et c'est ce que j'ai marqué, du coup, ici. Hein. Ensuite, vous avez attaque de N sur ce carbone-là et repli du doublet. Et vous formez AMH+, tout simplement. Et ensuite, du coup, vous allez avoir repli du doublet ici. Et vous allez former une molécule qui sera égale à P. Et donc du coup, P, ce serait exactement celle-là là, que j'ai dessinée, sans le H qui s'en va. Donc ici, vous avez H+. Hop, H+. Proposer un schéma de Lewis pour l'espèce formée lors du premier acte élémentaire. Donc lors du premier acte élémentaire, c'est la molécule AH+, que j'ai mise ici. Hein. Donc du coup, je vais effacer toutes mes traces de stylo. Mais en gros, la molécule, du coup, réponse de B, c'est ça. Qui est d'ailleurs noté ici. Hein. C'est préciser le rôle de l'ion H+. Le l'ion H+, c'est un catalyseur. Il vient activer, en fait, cet oxygène pour dépourvoir, en fait, le carbone en électrons, le rendre accepteur. Et à partir du moment où il est accepteur, l'attaque en fait du haut ici est possible sur ce C. Et en vrai, elle est possible depuis le début, mais elle est encore plus possible maintenant, elle est favorisée. Et après, le H est régénéré, on sait bien que le catalyseur n'est pas consommé pendant la transformation. 26. Déterminer l'équation de la réaction qui modifie la transformation. Du coup, l'équation de la transformation, c'est quoi? Eh bien, c'est... une équation de la réaction qui... Alors, du coup, travailler à température suffisamment élevée, le 3-méthylbutane de Zol suit une transformation après déshydratation pour former du 2-méthylbutazène. Eh bien, en fait, vous avez cette espèce-là qui est en équilibre avec... Non pas celle-ci. Donc, le premier réactif, c'est ça. Le premier produit, c'est lui. Et le réactif final, en fait, c'est celui-là. Donc la même que ce que j'avais entouré en dessous, au-dessus, pardon, mais sans le H+, qui est catalyseur, qui est régénéré. Donc du coup, ça, c'est le réactif. 1, vous mettez une double flèche. Lui, c'est 2. Et lui, c'est 3. Ce que j'ai marqué, du coup, ici. Tac.
Ok. Ensuite, B, reproduire le mécanisme en faisant figurer les flèches des courbes à des actes élémentaires. Bah, ici, c'est très simple. Quel meilleur site accepteur? C'est ce O-là. Donc, du coup, c'est lui qui va attaquer ce H. Une fois que vous avez attaqué ce H, vous formez cette espèce-là, hein, tout simplement. Une fois que cette espèce-là est formée, bah, vous allez avoir en fait départ d'H2O. Donc, en fait, vous avez repli de ce doublet sur l'oxygène. Et ça, en fait, cette molécule qui est là, s'en va. Tout simplement. Qui c'est qui récupère la charge plus? Et bien c'est ce carbone-là qui s'est fait du coup alpaguer une liaison. Une fois que vous êtes arrivé à cette étape élémentaire-ci, et bien vous n'avez plus qu'à avoir en fait le départ d'un H+, pour favoriser la double liaison entre les deux et remettre à 4 liaisons votre carbone. Donc du coup, le départ de H+, ne peut pas s'opérer du côté droit de cette ligne. Il est forcément du côté gauche. Et qu'est-ce qu'il y a comme H qui est tout seul juste à côté de ce carbone? Eh bien c'est ce H là, donc du coup c'est obligatoirement lui qui va s'en aller. Et quand vous regardez, ben, le CCH3CH3, il est retrouvé ici, et c'est bien ce H en fait qui va être victime du départ. Donc du coup tout le mécanisme est représenté ici. La première étape, le premier intermédiaire réactionnel, le deuxième intermédiaire réactionnel qu'on appelle un carbocation, le départ d'H2O, et ensuite, bien, du coup, vous avez le repli de ce doublet là pour le départ de OH de la molécule. Donc ça qui revient ici. Et vous avez la molécule finale qui est là. Préciser le rôle de l'ion H+, eh bien tout simplement le rôle de l'ion H+, c'est encore un catalyseur ici, hein, tout simplement. C'est identifier deux intermédiaires réactionnels. Là, j'ai pas eu la place de le faire, donc du coup les intermédiaires, je les ai entourés en bleu. Et deux intermédiaires, du coup, ce sont ceux-là. Voilà, c'est les deux intermédiaires, c'est les deux trucs qui sont formés, ces deux molécules pardon, qui sont formées pendant la réaction et qui sont consommées en même temps pendant cette réaction et qui n'interviennent donc du coup pas dans l'équation bilan. Le 31, page 108, on vous demande en première question d'écrire l'équation de la réaction qui modélise la transformation. Donc du coup, on avait bien l'éthanoate d'éthique utilisé, blablabla, et on dit que ça, on veut le synthétiser. Donc du coup, on va condenser un CH3COOH sur un C2H5OH. Et ça vous donne la réaction qui est ici en réponse A. Ensuite, on vous dit de compléter le mécanisme en représentant les flèches courbes. Et bien du coup, vous avez la réaction, donc les deux réactifs. Le O qui est ici le meilleur site accepteur, le double liaison O, qui va attaquer ce H+. Et vous allez former l'espèce CH3COH avec un plus sur le O. Et OH en bas, sans plus sur le O, parce que lui, il est bon. Du coup, le C, en fait, il est très dépourvu d'électrons. C'est un super site accepteur. Donc l'alcool va attaquer dessus. Et vous allez du coup avoir un C avec 3 oxygènes sur lui. Après un petit jeu de réorganisation en fait intramoléculaire, vous allez avoir un H2O+ qui va se dégager. Et du coup, le H2O+, dans votre tête, ça doit correspondre à... Lui, il va se décrocher en emportant la liaison pour devenir H2O. Former un H2O, c'est toujours stable. Et donc, du coup, vous allez vous retrouver avec, encore une fois, un carbocation ici. Pour régénérer, du coup, pour refaire la double liaison O, eh bien, vous allez devoir avoir le départ de ce H+, qui sera régénéré sous forme de catalyseur et qui ira se greffer à un autre réactif pour amorcer la réaction suivante. C'est un binôme délai, blablabla. Quand vous regardez, en fait, il y en a un qui dit on a oublié l'acide sulfurique, l'acide sulfurique ça sert à rien, blablabla. On a oublié un solvant, mais non. Est-ce qu'on n'a pas chauffé? Non, ce qui manque c'est l'acide sulfurique, parce que l'acide sulfurique, en fait, est là pour former des ions H+ dans la solution. Donc s'il n'y a pas d'ion H+, la réaction met beaucoup plus de temps ou ne s'opère pas du tout. Donc c'est pour ça qu'on a obligation de mettre l'acide sulfurique à l'intérieur qui du coup vient nous apporter des ions H+. Ensuite le dernier exercice, du coup le 32, page 108, on a le 2-chloro-2-méthylpropane selon la réaction suivante, SN1. Identifier les liaisons rompues et formées dans cette transformation. Du coup, les liaisons rompues, vous voyez bien qu'il y a un Cl qui va devenir tout seul. Donc la liaison CCl n'existe plus à la fin, donc elle va être rompue, c'est ce que j'ai mis ici. Et enfin, vous avez un OH qui va être greffé alors qu'au début il était tout seul, donc du coup c'est une liaison qui va être créée. B. Indiquer la polarité de la liaison rompue, sachant que l'atome de chlore est plus électronégatif que celui de carbone. Et bien en fait, l'atome de chlore ici il porte un delta+, alors que le carbone porte
Pardon, le chlore porte un delta moins alors que le carbone porte un delta plus, vu que la liaison est polarisée et que le chlore est plus électronégatif que le carbone. Petit c, justifier la formation d'un ion carbénium, d'un carbocation, CH3,3C+, lors de la rupture de la liaison CCl. Alors, on va former un carbocation en fait parce qu'il est tertiaire et que la charge plus va être compensée par ce qu'on appelle un effet inductif. Ça, c'est pas au programme normalement, mais bon, la question est posée par le bouquin. Donc, les trois, en fait, tous les groupements qui sont pas trop électronégatifs, comme les groupements carbonés, par effet inductif, en fait, vont donner des électrons là où il en manque. Et donc, du coup, vous avez 3 donneurs pour le carbone central qui est dépourvu d'électrons. Si on avait des chloros ou des trucs comme ça à côté, le carbocation ne se serait pas formé parce que le chloro, lui, va au contraire augmenter la charge et donc l'instabilité de la molécule. Tout simplement. Donc du coup, quand on voit qu'il y a 3 carbones autour du carbone qui portent la charge plus, eh bien on dit que le carbocation est tertiaire et donc il est favorisé dans sa formation lors d'un mécanisme du coup nommé substitution nucléophile, SN. Si jamais vous avez un carbocation tertiaire qui est formé, on passera du coup par un mécanisme de SN1. On le reverra dans un chapitre prochainement, donc du coup mémorisez bien ça. Par contre, si le carbocation ici était primaire, qu'on avait ici à la place un H, et ici on avait un H qui est donc ni donneur ni accepteur d'électrons, et effet inductif nul. Hein. Il n'y a pas de don de la part de H, et du coup le carbocation primaire ne stabiliserait pas assez le carbone au milieu, et donc on passerait par un mécanisme de SN2. Enfin, si le carbocation est formé et secondaire, et bien là vous savez pas faire pour l'instant, je ne sais pas si c'est au programme, faudra que je regarde, mais dans tous les cas en fait l'effet inductif n'est pas assez fort pour stabiliser le carbocation, et il va falloir s'intéresser au solvant pour résoudre le problème. Si le solvant vient aider à la stabilisation, à ce moment-là, on passera par une SN1. Si le solvant n'est pas du tout là pour aider la stabilisation, et bien à ce moment-là, on passera par une SN2. D. Proposer un mécanisme en 2 étapes et le compléter à l'aide de flèches courbes. Et bien du coup, en 2 étapes, vous avez d'abord décrochage de Cl, pour aller en Cl-, avec formation du carbocation, et ensuite OH qui arrive sur le carbone pour se greffer dessus. Comment on modélise ça ? Vous mettez la flèche qui est ici, là, qui s'en va, enfin le doublé qui est ici, qui s'en va via la flèche sur le Cl, et vous formez du coup Cl-, qui est hors écran ici, donc du coup il devrait être là, Cl-, avec les 4 doublés non liants, tac, 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 tac. Ensuite, ce carbone plus du coup est un site accepteur d'électrons, et OH- est une base, donc du coup elle peut donner des électrons. Cette base du coup va venir attaquer ici, et du coup vous allez avoir CH3,3C-OH et le Cl- qui est ici, hop, tac, 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 avec ses doublés non liants. Le S de SN1 signifie substitution. Justifier l'utilisation de ce terme pour le mécanisme étudié. Tout simplement parce que vous avez bien substitué ce Cl là par le OH. Donc du coup c'est bien une substitution. Ensuite, F, le 1 de SN1 signifie monomoléculaire, ce qui veut dire que l'acte élémentaire le plus difficile du mécanisme ne fait intervenir qu'un seul réactif. Identifiez cet acte dans le mécanisme proposé précédemment. Ici, vous avez qu'un seul réactif qui réagit, donc oui, monomoléculaire, pardon. Le truc, c'est que SN1, ça veut pas dire forcément monomoléculaire, ça veut dire aussi lui suit une loi de vitesse d'ordre 1. Et donc du coup, j'aime pas trop cette question. F, le N de SN1 signifie nucléophile. Faire une recherche sur la signification de ce mot. Nucléophile, ça veut dire qu'il accepte en fait, qui accepte des charges positives, qui accepte du coup la même charge qu'un noyau, et donc du coup on dit qu'il est nucléophile. Il aime accepter une charge qui est de type noyau, de type positive. Du coup, qu'est-ce qui est caractérisé comme nucléophile ? Et bien du coup, un nucléophile, c'est quoi ? Un Cl-, c'est un nucléophile, très faible. Un OH-, c'est un nucléophile, très fort. Qu'est-ce qu'il aime en fait ? Se greffer sur quelque chose qui est chargé plus, et c'est ce qu'on voit ici. Substitution du coup d'un nucléophile par un autre. Et bien voilà, nous avons terminé du coup pour cette présentation. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé à réviser le contrôle de lundi. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end, révisez bien,
Et j'essaierai du coup de rattraper la vidéo de cours aussi rapidement que possible pour compléter du coup le chapitre 4 de cette année de Terminal SP. Sur ce, bonne révision!